Bonsoir à tous, c'est le principal titre de cette édition. La Principauté a rendu hommage ce lundi 20 janvier à Didier Guillaume. Nous y reviendrons dans quelques instants. Dans ce journal, nous reviendrons également sur la traditionnelle messe de la Saint-Sébastien, saint patron des carabiniers du Prince. Donald Trump, officiellement 47e président des États-Unis, il a été investi aujourd'hui à Washington. Nous serons avec notre correspondante Alexandra Pani. C'est un événement très attendu par les artistes circassiens. Le 47e Festival international du cirque de Monte-Carlo a dévoilé hier son palmarès. Et puis nous parlerons sport avec notamment du football. Nous irons prendre le pouls à la veille du match de Ligue des Champions entre l'AS Monaco et Aston Villa. 3 jours après la disparition du ministre d'État Didier Guillaume, la Principauté continue de lui rendre hommage. Comme l'a souhaité son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, une minute de silence a été observée dans tout le pays à 11 h aujourd'hui pour honorer la mémoire de cet homme politique attachant et passionné. Le récit de Fabien Bonilla. Toutes les églises de la Principauté ont sonné le glas, suivies par les sirènes, à 11 h précisément pour une minute de silence. Un silence qui résonne dans toute la Principauté, sur la place du Palais, devant le parvis du ministère d'État en présence de sa femme, des membres de sa famille, des conseillers de gouvernement, de Monseigneur David et plus largement d'employés de la fonction publique sortis sous une pluie battante pour lui rendre un dernier hommage. Une minute de silence respectée également dans l'ensemble des établissements scolaires de la Principauté. Une chapelle ardente accompagnée d'un registre de condoléances a été installée dans la chapelle de la Miséricorde, place de la Mairie. Cette chapelle est ouverte au public de ce lundi à mercredi de 10 h à 17 h pour permettre aux monégasques et résidents de se recueillir devant le cercueil d'un homme à la poignée de main franche et au discours direct, Monsieur Didier Guillaume. C'est important pour la reconnaissance que cette personne, tout le soutien que cette personne a apporté à la Principauté. Et c'est toujours important de prier pour le salut de l'âme des personnes qui se sont dévouées, n'est-ce pas? Le fait que M. Guillaume disparaisse aussi brutalement ne peut que nous sidérer au sens propre. C'est une raison pour laquelle nous voulons très modestement apporter le témoignage de notre reconnaissance. C'est une personne que j'ai eu l'occasion de connaître et que j'apprécie énormément par ses qualités, par sa compétence, par son dynamisme et par ce qu'il a apporté dans très peu de temps à la Principauté de Monaco. On se connaissait d'avant, des rallyes historiques, et dès qu'il est arrivé en Principauté, on s'est retrouvés, je dirais, et là vraiment c'est un gros manque d'avoir perdu une personne de cette qualité, et le connaissant d'avant, je savais ce qu'il pouvait faire pour Monaco. Sachez qu'une journée de deuil national sera observée en Principauté le jour des obsèques du ministre d'État, obsèques qui seront célébrées en la cathédrale jeudi à 11 h. Ce jour-là, les services publics, les établissements scolaires ainsi que le secteur privé resteront en activité et les drapeaux demeureront en berne. Et les obsèques de Didier Guillaume en la cathédrale de Monaco seront à suivre en direct sur Monaco Info à partir de 10 h 55. Et avant cette minute de silence et cet hommage rendu aujourd'hui au ministre d'État, les autorités de la Principauté ont assisté à la traditionnelle messe de la Saint-Sébastien, saint patron des carabiniers du Prince. Retour sur cette fête instituée il y a plus de 70 ans par le prince Régnier III avec Sarah Inkari et Jean-Alexandre Dordet. Forte de plus de 120 hommes dans ses rangs, la compagnie des carabiniers du Prince est chargée d'assurer à l'année la sécurité du souverain et de sa famille. Ce matin, cet engagement était au cœur de la messe de la Saint-Sébastien célébrée en la cathédrale de Monaco. C'est une tradition très ancienne puisque Saint-Sébastien est un martyr des premiers siècles de l'Église, très vénéré à Rome et il a des patronages multiples. Comme je l'ai rappelé au cours de notre célébration, il est le patron des archers, de certains groupes militaires, mais aussi des carabiniers du prince de Monaco. Et c'est une manière, comme je l'ai rappelé aussi, de resserrer les rangs autour de notre prince souverain, particulièrement cette année. Le prince Albert II était en effet présent, tout comme différentes personnalités de la Principauté, membres du gouvernement, de la mairie et bien sûr des forces de l'ordre qui ont assisté à cette messe rythmée par l'intervention de l'orchestre des carabiniers.
C'est une journée de mémoire, déjà pour les carabiniers qui sont décédés. Et c'est aussi une journée de joie, parce qu'on se retrouve tous pour une activité, donc déjà une messe en présence du souverain. Donc c'est assez symbolique, parce que nous sommes les carabiniers du prince, et chaque année le souverain nous fait l'honneur d'être présent à cette messe. Cette année, en raison de la réception d'une délégation du Turkménistan au palais, la traditionnelle cérémonie de vœux au musée océanographique n'a pas eu lieu. Le devoir a appelé les militaires. L'actualité à l'international, c'est l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis. La cérémonie officielle a eu lieu aujourd'hui à Washington, dans des conditions un peu particulières en raison des conditions météo. Pour évoquer cette passation de pouvoir, rejoignons notre correspondante aux États-Unis. Bonsoir Alexandra Pagny. Cette investiture marque le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Bonsoir à vous. Effectivement, Donald Trump devient officiellement ce lundi le 47e président des États-Unis, après avoir été le 45e de 2017 à 2021. C'est donc sa seconde investiture 8 ans après. Alexandra, quels ont été les moments forts de la seconde investiture de Donald Trump ? Beaucoup de changements de dernière minute pour cette investiture dû à un épisode polaire. Les températures sont effectivement très basses sur la partie nord de la côte est américaine. Donald Trump a donc souhaité déplacer la cérémonie à l'intérieur dans la rotonde du Capitole. Il s'agit de la seconde fois après celle du président Ronald Reagan en 1985 qui avait également eu lieu en intérieur, en cause également des températures glaciales. Les solennelles prestations de serment ont démarré avec d'abord celle du vice-président J.D. Vance, suivie par celle du président. Donald Trump a ensuite donné son allocution dans laquelle il présente ses ambitions pour ces 4 années à venir. Le président se rend ensuite dans la President Room pour une photo officielle et la signature des documents de passation de pouvoir. Donald Trump et J.D. Vance sont ensuite conviés au déjeuner officiel avec les membres du Congrès au National Statuary Hall. Et de nombreux invités ont été conviés pour assister à cette passation de pouvoir. Oui, bien sûr, c'est un événement toujours très convoité. Plusieurs personnalités politiques sont présentes. Le président sortant Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris. On a pu apercevoir également les anciens présidents américains Barack Obama, George W. Bush ou encore Bill Clinton. Le président chinois Xi Jinping a reçu une invitation mais a fait savoir qu'il s'est fait représenter aujourd'hui. Plusieurs membres de gouvernements étrangers sont également invités. Pour la France, le président Macron n'était pas sur la liste des invités. On connaît les nombreux désaccords entre les deux hommes. Mais sont invités Éric Zemmour, Sarah Gnafo et Marion Maréchal du parti Reconquête. Concernant les personnalités publiques présentes, l'on peut notamment compter les géants de la tech, Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos, qui font partie également des plus importants donateurs de cette cérémonie. Plusieurs membres démocrates du Congrès ont décidé de boycotter cette investiture. Oui, et le public a aussi pu suivre cette investiture. Tout à fait, le public pouvait assister à cette cérémonie, mais pour cela, il fallait se procurer un ticket d'entrée. Compte tenu des températures glaciales, les invités VIP ont été conviés à l'intérieur du Capitole et une solution de repli a été proposée pour le public à la Capital One Arena pour suivre en direct l'événement. C'est également à cet endroit qu'a été déplacée la parade officielle. Merci Alexandra Pagny et nous analyserons plus en détail l'investiture de Donald Trump dans notre édition de demain. Nous recevrons notamment Dominique Simonet, spécialiste des États-Unis. De retour en Principauté où le 47e Festival international du cirque de Monte-Carlo a dévoilé son palmarès hier. Un moment très attendu par les artistes et leurs proches. Cette année, le jury, présidé par son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, a décerné 4 clowns d'or. Le reportage d'Émilie Flamin et Sylvain Péroumal. De la joie, de l'émotion et surtout des talents récompensés. Plus de 50 trophées ont été remis durant le festival. Parmi eux, de nombreux prix spéciaux comme le prix du public ou celui du Conseil national. Et bien sûr, les célèbres clowns de bronze, d'argent et d'or. I'm very happy. A lot of years of practice, a lot of passion, and we come to make it happen. If you make it here, you make it anywhere. Viva los polémicos! Today, we are living our dream. In last 10 years, we have been studying for it. We have been working for it, and today, Turkmenistan is awarded with a golden clown. Thank you, Monte Carlo, and hopefully, we will be coming again.
Et c'est avec des étoiles dans les yeux que chacun célèbre sa victoire. Dico, per noi è una grande emozione, è la prima volta che partecipiamo qui al Festival di Monte Carlo, è un sogno che avevo da piccolo, l'ho realizzato già, ho già vinto essere venuto qui, che sono venuto qui a gareggiare con questi fantastici artisti. Quindi quello che è arrivato è stato già superiore alle mie aspettative. Depuis 12 éditions, la nouvelle génération est elle aussi récompensée à travers les prix New Generation et le Junior d'or revient à la troupe Bun X Roses et leur Segway. It was a dream. Our girls did very hard training. We are from Mongolia and it's our dream stage, you know. Our dream is coming true. Et une fois tous les prix remis, place à la fête. Plus de compétition, plus de concurrence, mais juste la grande famille du cirque réunie dans la joie, avant la grande soirée de gala mardi soir. Et vous avez pu le voir dans ce reportage, les Djigits du Turkménistan ont décroché le prestigieux Clown d'or lors de cette 47e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Dans le prolongement de la proclamation du palmarès et après avoir assisté à la messe de la Saint-Sébastien, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a reçu en audience aujourd'hui au Palais Princier le président du Conseil du peuple du Turkménistan. Était présente également Son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie, présidente du festival. Ouvrons une large page sport à présent avec du football et cette rencontre qui pourrait marquer un tournant dans la saison de l'AS Monaco. Le club de la Principauté reçoit demain soir au Stade Louis II Aston Villa, match comptant pour la 7e journée de Ligue des Champions. Actuellement dans une mauvaise passe, les Monégasques veulent faire un résultat pour retrouver un peu de confiance. Toutes les infos avant ce match capital dans ce reportage de Frédéric Elion sur des images d'Alexandra Marangoni. Une seule victoire sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une défaite sur le terrain de la Lanterne Rouge de Ligue 1 Montpellier vendredi soir. Monaco est dans une mauvaise passe actuellement et la jauge de confiance est peu remplie avant de défier Aston Villa mardi soir en Ligue des Champions. Malgré cela, les Monégasques veulent faire un résultat pour valider la qualification en 16e de finale. On voulait être qualifié déjà avant les vacances, si on le pourrait. On a démontré déjà aussi cette saison qu'on peut gagner contre une des meilleures équipes au monde. Mais comme j'ai dit, c'est son objectif de gagner demain à la maison, comme chaque match, et d'aller chercher les points pour qu'au moins on est un peu, je veux dire, dans le tableau un peu sécurisé, on va dire. Mais on doit jouer jusqu'à la dernière journée. Et même si on prend les 3 points, on ne va pas aller à Milan pour faire du tourisme. On va aussi aller pour aller chercher un résultat pour nous et pour le tableau. En face, Aston Villa est dans une toute autre dynamique. L'équipe coachée par Unai Emery, 5e au classement en Ligue des Champions, est invaincue en 2025 avec 3 victoires et un match nul samedi dernier à Arsenal, après avoir été mené 2-0. They have lots of good players also in their team. In the backline, we spoke about Martinez as a goalkeeper, fantastic. He won the World Cup. They have Rodgers, fantastic number 10. Duran or Watkins as a striker, Tielemans, he's the pacemaker in the central midfield. They are in a good run, they have a good team. But tomorrow we talk about an important game for us, the last home game. And we want to beat back, we want to show our spectators, our fans that we want to fight. We have to do this in every situation, we have to be fully concentrated to avoid mistakes, but also play forward, think and trust in our style of play and be convinced. Bonne nouvelle pour le coach monégasque. À 18h, l'infirmerie se vide avec les retours de Golovin, Zakaria, Singo et Mawissa. AS Monaco Aston Villa en Ligue des Champions, c'est demain à 18h45 au Stade Louis II. Une rencontre qui aura lieu en même temps que la soirée de gala du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Il est conseillé de prendre vos dispositions si vous souhaitez vous rendre à l'un de ces deux événements. Des parkings vous seront dédiés pour stationner. Plus de détails sur le site du gouvernement princier. En tennis, Hugo Nys s'est qualifié en double pour les quarts de finale de l'Open d'Australie. Associé au Français Édouard Roger Vasselin, le joueur de la Fédération monégasque de tennis a dominé la paire Matchak-Zhang 6-3, 3-6, 6-3 après 1h48 de jeu. Au prochain tour, Hugo Nys et Édouard Roger Vasselin affronteront les vainqueurs du dernier tournoi de Wimbledon.
En Betclic Elite, la Roca Team s'est largement imposée face à Nancy 117-96. Après 2 défaites consécutives en Euroleague, les joueurs de Spanoulis avaient à cœur de montrer un tout autre visage devant leurs supporters. Retour sur cette rencontre avec Gaëtan Lebrun. La Roca Team a montré un visage revanchard hier en signant une 5e victoire consécutive en Betclic Elite. Les hommes de Vassilis Spanoulis ont offert un véritable festival offensif à leurs supporters. Portés par un Mike James de gala, auteur de 20 points, les Monégasques ont pulvérisé leur record de points cette saison. Incroyablement adroits au tir, tous les joueurs de la Roca Team ont marqué au moins un panier hier. On a passé une semaine assez longue avec nos 2 défaites en Euroleague. Donc on avait à cœur de prouver ce soir qu'on peut revenir sur nos standards. Et on devait montrer à cette équipe de Nancy qu'il y a une différence quand même de niveau entre une équipe Euroleague et une équipe de championnat de France. Depuis le début que coach Vassilis il est là, il nous a toujours dit que lui il s'en moque de combien de tirs qu'on prend, de juste prendre ce que le jeu il nous donne. Donc s'il faut en prendre 1000 ce jour-là, bon, on va en prendre 1000. S'il faut en prendre un seul, bon, on en prend un. S'il faut en prendre 0, on va en prendre 0. Donc juste de shooter la balle avec de la confiance et qu'on est tous des bons shooters et que ça va tomber dedans. Donc aujourd'hui, Nancy ils n'ont pas respecté notre adresse à 3 points et aujourd'hui c'est tombé dedans, donc ça donne des matchs comme ça. Une soirée marquée aussi par le trophée de meilleur sportif azuréen de l'année 2024 remis à Mike James. Le meneur de jeu de la Roca Team a été élu par les votes des lecteurs de Nice Matin et s'est vu remettre son trophée en début de rencontre. Maintenant cap sur la 23e journée d'Euroleague pour les coéquipiers de Mike James qui se déplaceront à Bologne ce jeudi. Et à noter qu'une minute de silence a été respectée avant le coup d'envoi de cette rencontre en hommage à Didier Guillaume. C'est la manche inaugurale du championnat du monde des rallyes. Le rallye Monte-Carlo débute ce jeudi pour 4 jours de compétition de très haut niveau. Que faut-il savoir avant le coup d'envoi de cette 93e édition? Nous sommes en duplex avec notre consultant Franck Phillips pour le savoir. Bonsoir Franck. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Ce rallye Monte-Carlo s'annonce exigeant à plus d'un titre. Exigeant et surtout avec de la neige. Il y a de la neige à Turini aujourd'hui. On a un équipage monégasque et Christophe Bérard qui a posté aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Neige à Turini dès aujourd'hui. Donc ça veut dire que peut-être on va avoir tout un Monte-Carlo enneigé cette année. Et je dirais enfin. Enfin, le parcours comprend de nombreuses difficultés. Franck, quels sont les pièges qu'il faudra éviter ? Alors, cette année, on a une épreuve qui me tient à cœur. Vraiment, c'est la première spéciale de jeudi matin. C'est la spéciale du Corobin, très très technique, surtout sur la descente sur Digne. Et puis, cette année, l'Automobile Club a remis une très très vieille spéciale qui est de Saint-Nazaire-le-Désert, où là, c'est vraiment une véritable piste de bobsleigh. Pourquoi ? Parce que 80% de la spéciale est tout au nord. Et comme je disais tout à l'heure, comme je viens de dire plus exactement, si ça continue à tomber comme cela, vraiment sur Gap, on attend des gros cumuls de neige à partir de jeudi. Sur Anselme, on a presque 35-40 cm de neige. Donc, ça risque d'être un Monte-Carlo très festif. Un facteur qu'il faudra bien prendre en compte. Est-ce que c'est un défi technique de participer au rallye Monte-Carlo ? Alors oui, c'est un défi, d'autant plus que malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde. Avec l'Automobile Club, on est limité en place, on ne doit prendre que 70 engagés. Ceci étant dû au fait que à Gap, eh bien, la place se limite de plus en plus, malheureusement. Aussi, les structures, on va dire, des constructeurs prennent de la place. Et malheureusement, et vous savez que je suis un fervent défenseur des amateurs, malheureusement, mais ce sont les amateurs qui en font un petit peu les frais. Mais on espère bien qu'en 2026, on retourne à des, on va dire, à des parcs un peu plus grands pour pouvoir accueillir tout le monde. 70 équipages engagés, vous venez de le dire, et les meilleurs toujours au rendez-vous. Alors, la vérité, c'est toujours compliqué à dire. On espère aussi que, pour une fois, Thierry Deville arrivera à faire son doublé. Il y a toujours Rogier qui est derrière en embuscade. Et puis la nouvelle équipe Ford avec les nouveaux pilotes. Enfin, pas la nouvelle équipe Ford, mais l'équipe Ford avec ces 2 nouveaux pilotes, ces 2 jeunes. À voir ce qu'ils vont donner. Premier test aujourd'hui important. Et puis, voilà, on leur laisse un petit peu la chance. Mais bon... Allez, entre Rovan Perra, Rogier et Deville, on va dire qu'on tient les trois numéros. Des Monégasques aussi, Franck, il est important de le rappeler.
Alors oui, tout à fait. On a toujours nos équipages en lice et puis on leur souhaite cette année d'arriver au bout parce que l'année dernière ça avait été un peu compliqué pour eux, surtout pour Marc Dessy et que voilà, là on a les monégasques pure souche on va dire et puis on a aussi petite pensée pour les enfants du pays aussi, donc Christophe Bérard et Christophe Bernabo avec leur alpine. Donc voilà, on leur laisse un petit peu galérer pour les reconnaissances, prendre de bonnes notes sur la neige et puis croiser les doigts que ce soit un beau Monte-Carlo enneigé. Performer le jour J. Franck Phillips, c'est le rendez-vous le plus célèbre du WRC, ce rallye Monte-Carlo. À quoi il doit sa notoriété ? Comme dirait l'anglais, the best famous place. C'est justement parce que c'est un rallye qui est très difficile. Pour l'avoir fait 14 fois, c'est un rallye qui est très compliqué parce que vous passez de l'asphalte noir qu'on peut voir derrière moi après à des plaques de glace qui sont sournoises, qui sont derrière, on va dire un virage qui vous attend, et puis enfin finir sur une plaque de neige ou alors le plus facile, c'est de dire, allez, ou c'est tout sec comme il y a 3 ans, ou ça va être peut-être tout enneigé comme cette année, et ça serait vraiment idéal pour le fun et pour le spectacle surtout. Qu'est-ce qu'il représente pour l'ensemble des pilotes, ce rallye Monte-Carlo ? C'est un petit peu le Graal, surtout pour les amateurs. Alors pour les pros, ça fait partie aussi de la légende du rallye. Mais pour les amateurs, c'est le Graal. Faire un Monte-Carlo, faire un rallye du championnat du monde sur les routes du Monte-Carlo, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je peux vous le dire parce que mon premier Monte-Carlo en 89, je m'en rappellerai comme si c'était hier. Donc c'est vrai que pour faire un Monte-Carlo, d'abord ça se mérite. Parce qu'on ne prend pas tout le monde, bien évidemment. Et puis le finir, c'est encore plus grand que ça. Un jour, il y a un certain Jean Radiotti qui me disait, tu sais, au départ de Monte-Carlo 94, il me dit, tu sais, c'est grand de finir en Monte-Carlo. Et je peux vous promettre que c'est grand de finir en Monte-Carlo. Et ce rallye Monte-Carlo sera bien évidemment à suivre sur Monaco Info. Franck, on vous retrouve dans quelques jours pour le départ ? À jeudi pour la procédure de départ. Et puis avec notre ami Christophe Paco, Vanessa Dessy et Frédéric Hélion pour ces 4 jours fantastiques. À jeudi, Franck. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci, à jeudi. Au revoir. Place à présent à votre rubrique Ceux qui font Monaco. Retrouvons Crisinda Petit-Homel dans le quartier de Monte-Carlo. Sur quelle enseigne s'est porté votre choix ce soir, Crisinda ? Il est des endroits uniques en principauté, c'est le cas de la boutique que nous allons vous présenter dans un instant. Il s'agit de Ferré Monaco qui a ouvert ses portes il y a près de 4 ans de cela, au 27 avenue de la Costa. Et vous allez le voir, il vous propose des pièces de joaillerie assez exceptionnelles. C'est avant tout une histoire de famille. Ça fait plus de 50 ans maintenant qu'on est présent sur la Côte d'Azur. L'histoire a débuté à Nice, ensuite Cannes et aujourd'hui Monaco, qu'on a ouvert en 2021. Donc ça fait maintenant 3 ans et demi que le magasin est implanté ici. On a une offre qui est très variée, c'est surtout des créateurs joailliers. Donc vous avez par exemple des marques très connues comme Marie Lichtenberg, on a aussi Céline Daoust qui est une créatrice belge très en développement en ce moment. Maison Mellerio également, qui est une très belle maison française, la plus ancienne d'ailleurs. Et voilà, on a énormément de créations, de petites pépites qu'on déniche nulle part ailleurs et encore moins sur le rocher. On va offrir une offre qui va être assez diversifiée pour tout type d'âge, pour tout type de personnes. C'est des bijoux en or 18 carats pour la plupart, avec des diamants, des pierres précieuses, des saphirs, et aussi bien des colliers que toutes les autres familles de produits pour embellir ces dames. On a une personne qui s'occupe justement de dénicher toutes les marques en vogue en ce moment. Du coup, c'est pour ça qu'on a une offre qui est très diversifiée, mais en même temps, on s'y retrouve à chaque fois. Alors, ce sont des pièces numérotées, des pièces uniques. Il y a plusieurs exemplaires ou peu d'exemplaires? Alors tout dépend, on a nos joailliers créateurs de la Maison Ferré qui justement font et fabriquent en adéquation par exemple avec Stéphane Cypre. On a fait une collaboration avec un collier Love qui était justement une pièce unique et avec des numéros. Donc effectivement on propose également des pièces vraiment particulières et numérotées du coup. Et est-ce que ça vous arrive souvent justement de faire des collaborations avec des artistes ? On essaye pour pouvoir justement offrir d'autres choses que ce qu'on voit et essayer de faire perdurer justement la belle image de Ferré créateur joaillier.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter encore à Ferré Monaco? Que ça prospère, qu'on continue dans notre lancée et qu'on acquiert maintenant des nouveaux clients, des nouvelles personnes et puis qui sait peut-être des nouvelles marques qui vont rentrer également. Alors si vous aussi vous êtes à la recherche d'une petite pépite exceptionnelle, vous l'aurez compris, c'est ici chez Ferré Monaco que vous pourrez la trouver. La boutique vous accueille du lundi au samedi de 10h à 19h. Une date à présent à noter dans votre agenda. Vendredi, Monaco Jazz Chorus sera en concert au Théâtre des Variétés pour une soirée baptisée d'un jazz à l'autre, l'occasion d'apprécier les plus grands standards du répertoire. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vos prévisions météo, suivies des experts foot avec Christophe Paco et Laurent Banide. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana, Emmanuel Vitalier, l'hommage de la principauté au ministre d'État Didier Guillaume. Belle soirée à vous et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Bonsoir à tous. Après une journée grise, le temps devrait être un peu plus clément demain. Le soleil fera des apparitions en matinée, mais le ciel se couvrira progressivement au fil des heures. La bonne nouvelle, c'est que les précipitations ne sont pas au programme. Attention cependant au vent, il devrait souffler particulièrement dans l'après-midi. Concernant les températures, elles seront comprises entre 6 et 11 degrés. C'est sensiblement ce que nous avons connu ce lundi. Demain, nous fêterons la Sainte-Agnès et nous célébrerons la journée internationale des câlins, connue sous le nom anglais Hug Day. Elle a été instaurée dans les années 70, alors n'hésitez pas à serrer vos proches dans vos bras. Il paraît en plus que c'est bon pour le moral. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.